Excellencies, ladies and gentlemen, welcome so much to the University of Oslo in this debate. This is a cooperation between the Institut Français des Ouvrages à Oslo and the Arab Film Days and the Babel Film Club, which is a film society here at the University of Oslo. We're very, very happy to see all of you today, fighting against the urges to go outside in the sun. I had the same urge, but I said, Agnès or the sun? Of course, Agnès. This is my preferred decision. And we are having an extended and great cooperation this year between the Institut Français and Arab Film Days, where we are, in fact, cooperating on 5 films during the annual film festival, Arab Film Days. 2 of them are fully French productions, and 3 of them are co-productions between France and other Arabic countries. And we have seen for many, many years that Arab Film Days would have been nothing without the great cooperation between France. So it's a great honor to be here and to have this extended cooperation this year, which we've had for many, many years. But this year, an extra cooperation. So I'm really, really happy to be here and to be part of this great program. So I will leave the floor for Agnès, and we're looking forward to hearing it. Yeah. Thank you, Jan. And yeah, I'm going to do the same, but of course we are really happy of this cooperation and also to be at the university, because our aim is always to cross all the different kind of audiences, students, professors, professionals, artists, and to really share our concern on these very important issues on our society. And it's why the Institut Français de Norvège decided this year to have a general theme, which will be borders. And we will try to explore this theme, borders, through different perspectives. The first one will be the psychological borders, representation and stereotypes. The second one will be on geopolitical borders. And the third one will be on the urban borders. So it was quite important for us to begin with stereotypes and representation as the clue of where everything is beginning. And I hope that this conference and debate will bring us a little bit of confusion in your mind to really explore how important is it to unbuild these stereotypes, to make conscious choice of the society in which we want to live together, and try to wide and highlight the different issues we are dealing with, and also we are exploring through the Arab Film Days Festival. So I will not be more long than just want to thank our guest, Vibeke Knoop, a journalist and writer of Les Norvégiens Pacifistes. You will have the possibility to buy here, and which has been written in French, and a very interesting book. And Riyad Ben Khalifa, PhD in history, who worked a lot in France and in Tunisia, and still focusing on this question of justice, equality, discrimination, immigration. And last but not least, Kea Ostovani, which I thank to have accepted to moderate this debate, and on the name of the Association of Alumni Sciences Po Paris. And I think it's really of a great opportunity to mix all our expertise and really to try to go deeper into this question. So please now, just begin the. Okay, thank you, all of you. Let's start together. Our aim today is not to deliver closed answers, is to really try to think together, and we have the honor to have 2 speakers today with us to bring insight from their own perspective. And I would like just to say a few words about stereotype. We say in French, we have an expression saying that les stéréotypes ont la vie dure. That means they die hard. And there's a reason behind that, actually, because the word comes from the printing trade. So, and it's mean in Greek to bring a solid impression.
And it has to do that when you print a book. And so it was after the next century, that's meaning 1922, that started to be used as a psychological word to explain actually something which is quite useful. And without this negativity, negative connection that we have today. Because many cognitive scientists and psychologists underline the fact that we needed, as a survival instinct, you know, to categorize things. To know, okay, is it a snake or just a branch of a tree? So can I be trusty or have to be afraid of things? So these first things that with our brain we need to bring category was more for health and sake. Same with representation. Our mental representation are very useful. We use them to see what the words bring to us and also to imagine what is not there yet. So both we need. But what is challenging is how we interpret what comes to us. And this interpretation very often comes through the cultural background, family, society, many layers. And as a coach, when I work with the organization or individual, that's where I work. You know, people come with a goal. They want to achieve that. So then I look at their representation about themselves, about the world, about the neighbor. And behind that, we see the belief. And then, okay, no wonder why you don't manage to reach that goal. So we should think first, what is the society that we are dreaming? In which society we want to live in? And then we should look at our representation and stereotype and ask ourselves, are they going to drive us to the society where we want to live? And there, it's our responsibility and freedom. We cannot change everything in this life what happen, but we can change the way we see things coming to us, the representation and the stereotype on ourselves and on others. And today, so Vibeke, Knoop Rachlin, and Riyad Ben Khalifa are going to bring their perspective, research, insight on that. And we have also an emblem of our talk, which is the elephant. It's a symbol of wisdom, which is always needed in debate, to be able to listen to others. And also because, I don't know if you've heard this story, that is beautiful because actually you find it in every culture. It's about blind people, 9 blind people who were wondering what is an elephant. So they've been brought to an elephant and each of them start to touch a part of it. So imagine you're blind, you start to touch a part of it. So that's how looks an elephant. If you bring all the perception of people about what elephant is. So just to remind us that we are lucky to be aware that actually we bring always all our past, all our background when we look at the world, and we have the responsibility to welcome the other parts. And then you have a much interesting elephant actually than the real one, no? Which one do you prefer? More colorful. Vibeke, you will start. First, Agnès has introduced you, so I think you can, the floor is yours. Bonjour. Hi. I would have loved to continue in either French or Norwegian, but it has to be English today. You must pardon me my French accent. That's what happens when you live so long among the frogs. And also, I'm sorry, I have to use a little bit the paper because I'm not used to making conferences in English, so I have to look down here sometimes. So yes, the issue of the day is stereotypes. They are so common that you don't even think about them sometimes. For instance, I'm sure you think that all the Irish are drunk, all the African American people are always late, and women are bad drivers.
these are among the worst stereotypes. My definition is commonly held ideas about specific groups, mainly negative, but sometimes also positives. For instance, it's true that Asian school children are better in school than in many other places. That has been shown by the PISA tests. So that is not a stereotype. Our stereotypes today concern Norwegian, French, and Tunisian people. I will leave to Riyadh to talk about Tunisia. I will concentrate on my favorites, Norwegians and French. If I'm honest, I would say I'm a kind of stereotype myself. I'm Norwegian, but I have lived most of my life in France, so I have a double culture, and that's why I was asked to write this book. It is about Norwegians. It is based on interviews with Norwegian people, more or less famous, and it is written in French. So that was a kind of double challenge for me. So, what are the most common stereotypes of French and Norwegian? Here. I suppose I don't have to introduce the lady to the right, but the man to the left, well, let's say that we don't really run into him everywhere, but he exists, I can tell you. Norwegian are not so easy to recognize physically outside Norway, but there is one clue to do that. You just ask them, "Are you Swedish?" And then they say, "Oh no, I'm Norwegian." So here is how a Swede, he's a journalist called Michael Bengtsen, defines his Norwegian neighbors in many stereotypes. They ski or trek the mountains when there is no snow, while their personal oil rig or fishing fleet prints money for them, which they pay their Swedish maid. They only take a break from the skiing, trekking on 17. Mai, when they dress up in traditional clothes, go to Oslo, and wave with flags and watch the king and his family. So let's see at the typical Norwegian. I must tell you that I was so lucky to have two of my real favorite cartoonists, Roar Hagen, which you will see now in typical Norwegian, and Plantu, the drawer in cartoonist of Le Monde. So the Swedish journalist goes on and says that when it's too dark and cold, the Norwegian go inside to watch slow TV. And they shop, the Norwegians shop on the other side of the border. Why is that? No? Nobody has an idea? No? Yeah, I think it has something to do with prices. So when Michael the Swede wrote these things in the Swedish paper, he got many answers, and I cannot quote them here because they are not pretty. But I would like to add some more stereotypes collected among the French people I meet. For instance, they believe that Norwegians only eat what they call Marseille soap, that is the goat cheese. The French choose to ignore that the Norwegians regularly beats them in the very difficult competition Bocuse d'Or. So as a matter of fact, the Norwegians eat really wonderful food. They also imagine Norwegian in hand-knitted sweaters, not in Armani or Chanel suits that they often wear now. French waiters have long ago discovered that Norwegian drinks a lot, rarely water, but they don't care if only they get tips.
French people notice that the Norwegians have a high opinion of themselves and of their country, maybe even more of their country. As for gender and sex, French men and even more women envy Norwegians who do respect equalities, gender equality, and share tasks at home. Kea and I, we just had a small lunch before we came, and I noticed at the table beside us 4 young men with 3 babies, talking about babies and how to take care of babies. I mean, such a sight is impossible in France. And as for sex, the French sometimes fear that the Norwegian man gets too soft to be a good lover. In France, Norwegians are considered as serious but not particularly modest. They have never heard about janteloven and how it influences Nordic behavior. As for the French, I don't think if I have more, yeah, that's the Norwegian politicians, but I'll come back to them. As for the French, I should have asked a Belgian man about this, because Belgians are like Swedish for the French. Instead, I found a whole list of adjectives about French people from an international study. They are, sorry, Mr. Ambassador, pretentious, haughty, vain, snobbish, arrogant, chauvinistic, neo-colonialists, self-obsessed, stubborn, disobedient, humorless, righteous, preachy, cold, distant, impolite, frivolous, shallow, agitated, disorganized, talkative, carnal, immoral, egocentric, bon vivant, nannied, dirty. Sorry. As far as the rumor that the French also are the best lovers in the world, I think that is largely overrated. I think they are much better at flattering. And they are far from champions as for the tasks at home. 80% is carried out by the women or by paid helpers. The Frenchmen do not only eat frogs and snails, but actually, which is strange, I think, more and more junk food, McDonald's, etc. They still wear fashion clothes, but generally from ready-to-wear collections like H&M or Zara. French, like Norwegians, have also a high opinion of themselves, of their country, and anything French. They are not all arrogant. I always stress when I get Norwegian visitors to Paris that you must start the relation with the Frenchman with bonjour. Yes, I know it sounds evident, but if you don't, it goes to hell. And when I'd like to go back a little bit to the research for my book, it was not always easy to do that. Even I have stereotypes in my mind about Norwegians, since I don't live among them anymore. For instance, when I had the chance to meet the multiple Olympic champion Vegard Ulvang, I first, of course, which will be no surprise to my family, I got lost in the woods. And then I found his house, and instead of him standing in front of his skis and medals and talking about how wonderful he was as a skier, he preferred to talk about the problem of Norwegians winning too much and how to handle it. Another amazing Norwegian, she is Norwegian, is Shabana Rehman. She even once painted a Norwegian flag on her naked body.
She took me for a walk with her beautiful dogs, and we started talking about so much suffering that she had had when she was a kid and young, and rape and abortion, and of course the famous Krekar stunt that my French editor loves so much. As for all these people are interviewed in my book. So as for Mani Husseini, you know, the leader of the Labour Party youth, he is far from a Norwegian stereotype, of course. Even if he speaks, you cannot hear any accent, anything. He told me how he got integrated to Norway. His mother made Kurdish cakes because they come from Kurdistan, and he and his brother had to go to all the neighbors and offer them the cake, and thus getting known. And later, Husseini, I met him again at the inauguration at the new Utøya. So beautiful and peaceful today. And it was so hard to imagine what had taken place there. I also had some misled ideas about gender equality in Norway. That was with Counter Admiral Louise Katrine Dedichen. Have you heard about her? Yes. She's quite extraordinary, at least seen with French eyes, because she had to go to court, even the Supreme Court, to prove that she had not been preferred as a new head of the High Defense School because she was a woman, but because she had the highest qualifications to the Supreme Court. There are so many others, people that I met that I could mention, like, of course, the one you saw a few minutes ago, Mother Gro. And also, many of them learned me, she learned me, what we called in French, vérité de la palisse, which means something really, really evident, and that is everything is connected with everything. That's Gro. And such frozen stereotypes that we meet all the time, they do much more harm than we think about. In the worst case, it leads to racism and fascism. But for many years, for instance, another field where it also happens, I used to write about Norwegian, the opportunity for French companies in the Norwegian markets. And every time I had to stress to them that they had to pay really within the delay, because that is very, very important for the Norwegians, and the French are more, well, should we say, for them it's not a priority. And another consistent problem between Norwegians and French is the language, and even more the culture. English has to be the common language as we see today, but that is not so easy to admit for French people. Think about that sometimes when you hear about this or experience this, because their language is spoken by 300 million people in the world, and it is really charged with history and culture, and so important, like the French says, rank of France in the world. Another example, Napoleon. Norwegians think of him as a bloody tyrant. But for the French people, he's so much more. He revolutionized military organization, created the Napoleonic Code, and reorganized education, among others. Today, the mutual understanding is much better, but there is still room for plenty of misunderstanding. One of the worst with the Norwegian eyes was when François Mitterrand, first when he was here on a state visit,
first ignored school children waving with French flags, and then, that was even worse, came too late to the castle to dinner with the king. He let the Norwegian king wait. Having observed politicians on both sides, I'm a little bit pessimistic about their mutual understanding. They are too far apart from each other. Norwegian politicians are, or like to believe, that they are grassroots. People call them by their first name, and they live almost like everybody else, go skating, and come to visit their and you can approach them rather easily. French politicians are far from grassroots. They have lost the contact a long time ago, and the result is that the voters lose confidence and interest in politics and being drawn to the extremes. Yes, Marine Le Pen, that is when she had to get rid of her father, so it was rather... There is an extremely interesting political movement in France right now. It's called Nuit debout. That means standing night, where people just gather in the night without leaders, a little like Podemos in Spain. I don't know how it will go, but I will closely follow it when I get back. Yes, I'll finish now, my dear. Just end with a very short sentence about the fact that Norwegians like peace. That's for sure. That's why I said les Norvégiens pacifistes. But are they so peaceful? I doubt about that. What about the Vikings? And now, stereotypes, you have seen many things they could lead to, but according to late Peter Ustinov, it could lead to hell. Imagine a place with Italian punctuality, German humor, and English wine. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut français d'Oslo qui m'a invité à participer à cette rencontre et aussi au Festival du film arabe, et particulièrement Agnès Arquez-Roth qui a dû m'attendre hier soir jusqu'à 2 h du matin parce que j'ai eu un contretemps et l'avion est arrivé un peu en retard. Voilà, pour les recherches que je mets sur la question migratoire en Tunisie, vous pouvez trouver les articles dans ma page, sur ma page Academia. Donc ils sont accessibles. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail, je peux vous envoyer même mes travaux et les travaux des collègues qui s'intéressent à la question. Là, je vais développer juste une réflexion générale et après, donc, lors des débats, je reviendrai sur donc je répondrai à vos questions. Je voudrais tout d'abord faire une petite réflexion avant de passer au vif du sujet sur la question des stéréotypes. En plus de ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que les stéréotypes sont tout d'abord un fait culturel. C'est une sorte d'accumulation qui se fait sur la longue durée et c'est comme une sédimentation en termes géographiques et qui produit des représentations des individus, de soi-même et de l'autre. Selon Fernand Braudel, donc tout fait culturel représente l'histoire de longue durée. Et donc le changement ou la déconstruction des stéréotypes, ça prend du temps. Et donc le travail qui doit être fait pour déconstruire les stéréotypes, donc il faut agir directement sur les stéréotypes, dans le sens qu'il faut comprendre, par exemple pour ce qui concerne l'immigration, il faut comprendre le phénomène,
Cela se fait par un travail de terrain de la part de la société civile, mais également un travail de terrain des chercheurs. Donc il faut encourager aussi les recherches pour connaître le problème. La croix de transmission de l'image de l'autre, vous savez bien, c'est principalement donc, les journalistes, et principalement les journalistes, mais on peut voir aussi les cinéastes, les auteurs, ceux qui font ceux qui présentent des pièces de théâtre, donc qui produisent des représentations. Et comme ces journalistes donc, jouent un rôle pour véhiculer une image sur tel ou tel groupe d'individus, donc il faut, je pense, procéder à une formation des journalistes pour qu'ils connaissent les questions migratoires. Et nous, en Tunisie, dans le cadre d'une association scientifique des études sur la population, la migration et de la santé, nous avons commencé ce travail. Par la suite, donc, j'ai vu qu'actuellement, l'UNHCR fait un travail similaire et pour former des journalistes et leur permettre d'avoir les outils pour comprendre le phénomène migratoire et aussi lutter contre les représentations et les stéréotypes. Et donc c'est une, vous voyez bien, donc c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Donc de comprendre les phénomènes sociaux et de lutter contre les stéréotypes. J'aimerais juste dire quelque chose, c'est que les stéréotypes ne concernent pas seulement les étrangers, mais les stéréotypes peuvent concerner un groupe d'individus à l'intérieur d'un pays, c'est-à-dire des nationaux. Ça a été le cas au cours des années 30 sur les Juifs. Ça a été, je pense que c'est le cas actuellement en Europe, par exemple par rapport aux Roms, par rapport aux migrants. Et donc ça concerne aussi certaines régions ou certains groupes d'individus. Ça aussi, il faut le retenir. Donc ça ne concerne pas que l'autre ou l'étranger. Ça, c'est des réflexions préliminaires sur la question, mais moi, je peux vous renvoyer aussi aux travaux sur l'opinion française et l'immigration, voir les travaux de Ralph Shore, d'Yvan Gastaut, qui a travaillé sur l'opinion française et les immigrés, les étrangers au cours de la Ve République, et bien d'autres chercheurs qui ont publié des articles, par exemple comme Julian Gartner, qui a traité l'image de l'arabe dans le cinéma français. Pour la Tunisie, il n'y a pas une longue tradition d'étude des questions migratoires. Donc les spécialistes de la question migratoire se comptent sur le bout du doigt. Donc je peux citer le géographe Hassan Boubakri, le démographe Hassan Kassar, et bien de jeunes chercheurs qui commencent à travailler sur la question, mais il y a un grand travail qui reste à faire sur ce point. Et pourtant, la Tunisie est un pays d'immigration, avant d'être un pays d'émigration. Donc, à travers l'histoire, pays situé au carrefour de la Méditerranée, il a accueilli donc différentes vagues d'immigration. Et je peux dire, dans l'histoire contemporaine, que la Tunisie avait accueilli des antifascistes et des républicains espagnols. Ne parlons pas des Français qui avaient fui à l'époque l'invasion allemande et qui se sont trouvés entre autres en Tunisie, une partie. Voilà, donc revenons donc au problème principal qui concerne l'immigration irrégulière, communément appelée en arabe la harga. Bon, je ne reviens pas sur les détails du mot, mais il suffit, quand on fait les sciences humaines et sociales, il faut qu'on s'approprie le vocabulaire des acteurs. Donc c'est l'immigration irrégulière. En termes, en arabe, on l'appelle la harga. Scientifiquement, on utilise ce terme parce qu'il est mieux approprié à la situation. Et quand on utilise donc le français ou l'anglais, j'aimerais bien revenir sur l'usage du vocabulaire. Dans la presse, donc vous voyez bien que j'ai traité, j'ai étudié la question, la représentation des haraga dans la presse tunisienne. Il se trouve que les journalistes utilisaient le vocabulaire sans faire attention. Si on se place d'un point de vue purement juridique, comme le font en général les politiques, on parle de l'immigration illégale. Mais c'est trop simplificateur parce que là, on fait une sorte de mésaventure juridique parce qu'on simplifie le problème et on le traite seulement sur le plan technique, alors que le problème est beaucoup plus complexe que ça.
Pour le terme clandestin, c'est un terme aussi qui n'est plus approprié. Moi, j'ai traité l'immigration au cours des années 30, l'immigration des réfugiés juifs d'Europe centrale et orientale, et à travers la frontière des Alpes-Maritimes. Et à ce moment-là, le terme clandestin était approprié, parce que c'était réellement une migration clandestine. Ça se passe au travers de la frontière, à travers des réseaux, et c'est une immigration clandestine. Oui, aujourd'hui, le terme n'est plus approprié parce qu'on ne peut pas parler d'une immigration clandestine. C'est une immigration qui se fait au grand jour. Par exemple, en 2011, d'une ville du sud-est de la Tunisie qui s'appelle Zarzis, il y a eu un départ de 5000 et quelques clandestins en une semaine. Est-ce qu'on peut appeler ça une immigration clandestine? Elle n'est plus clandestine. Voilà, donc, et aussi, on les voit, ils sont interceptés en mer, ils sont dans des camps de rétention. Et là, le problème de la clandestinité n'est plus approprié aujourd'hui, surtout que tout est médiatisé. Donc, du coup, le terme que je propose, et qui est utilisé d'ailleurs même par les autorités officielles en Tunisie, depuis un colloque que j'ai organisé en 2012, 1er et 2 mars 2012, sur l'émigration en Tunisie après le 14 janvier. Parmi les recommandations, c'était de conseiller les autorités à l'époque d'utiliser le terme immigration irrégulière, parce que nous, on était, pendant cette période, on négociait les partenariats pour la mobilité avec l'Europe. Et aussi, il y a les problèmes de réadmission. C'est un terme qui nous semble plus ou moins neutre et qui prend en considération la complexité du phénomène migratoire, qui n'est pas un problème d'infraction à la loi ou de passage illégal de la frontière, mais il est beaucoup plus complexe que ça. Quand on parle donc de l'immigration irrégulière, on prend en considération qu'il y a des facteurs de départ, qu'il y a une situation de crise, et que aussi il y a des lois qui sont fixées par les pouvoirs publics de part et d'autre de la Méditerranée pour empêcher la mobilité des individus. Et pourtant, vous savez que la mobilité, c'est un droit humain et garanti par une convention internationale, c'est la Convention de Genève de 1951. Donc en fixant des lois qui entravent la mobilité des individus, on fabrique des migrants irréguliers. Donc c'est une lecture que j'ai faite également en faisant le parallèle sur les années 30, quand j'ai écrit un article sur la fabrique des clandestins en France entre 1938 et 1940. Donc je voudrais juste... bon, du coup, je vais passer à quelques extraits de la presse tunisienne pour revenir à cette question de stéréotypes. Ben, il y a d'autres développements qu'on peut avoir sur les motifs de l'immigration, sur les accidents en mer. Je reviendrai sur ça si j'ai le temps. Mais là, je vais présenter quelques extraits de la presse tunisienne pour vous parler de la complexité de ce problème de la harga et la fabrique des stéréotypes. Et comment, en même temps, la presse tunisienne, comment la presse tunisienne, parfois, elle récupère des stéréotypes diffusés dans les médias occidentaux et les répercute dans le paysage médiatique tunisien. Par exemple, là, vous voyez une photo de migrants irréguliers qui portent les mêmes baskets, la même tenue et qui portent des sacs. Ça a été photographié par un photographe italien qui s'appelle Mauro Seminara. Et donc, ça a été diffusé dans la presse italienne et on a présenté cela comme étant un complot de Kadhafi pour pousser des migrants irréguliers à envahir l'Europe. Et il se trouve que ces pauvres migrants ont été aidés par une ONG qui leur a donné des tenues parce qu'ils étaient complètement mouillés et dans une situation catastrophique. Donc, et c'est pour ça qu'ils portent les mêmes tenues. Donc, la Ligue tunisienne des droits de l'homme a dépêché donc, des militants qui ont montré un peu cette image, qui ont montré que cette image était fausse, et du coup, donc, le journal Al-Shorouk a dépêché une journaliste qui a fait une enquête de terrain et a montré que ce n'était pas le cas. Donc il y a
construction d'un stéréotype par la presse tunisienne et la déconstruction des stéréotypes par la presse tunisienne aussi, cela se fait. C'est pour ça donc que la presse et aussi d'autres médias, c'est très important. Cela dit, même au niveau de la défense et de la déconstruction de ce stéréotype-là, il y a eu des maladresses et il montre bien que les journalistes tunisiens ne connaissaient pas très bien la situation. Par exemple, parmi les interprétations, c'est de dire que Berlusconi avait juste monté ce coup-là pour dévier l'opinion publique sur son scandale avec cette prostituée, je pense, je ne sais pas de quel pays, là, la mineure là, avec laquelle il a eu une relation. Après, donc, les images qui reviennent régulièrement, qui ont occupé l'opinion publique en Tunisie, c'est la question des disparus. Parce que la société civile s'est mobilisée pour avoir des réponses sur le sort de ceux dont on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. Et donc, du coup, dans la presse, il y a un reflet de cette souffrance des mamans, surtout des mamans des disparus. Là, il y a une banderole qui dit « Ne nous privez pas d'enterrer nos enfants ». Et visiblement, cela a montré que c'était vraiment douloureux de ne pas connaître le sort des disparus. Et donc, il y a... vous savez qu'après la chute de la dictature, donc il y a eu un développement, donc il y a eu un foisonnement des associations, et certaines, dont le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, a fait de la défense des familles des disparus l'une de ses principales causes. Et donc grâce au Forum tunisien des droits économiques et sociaux, donc on a parlé, on a interviewé les familles des disparus. Bon, dans la presse, on trouve aussi, donc je parle un peu dans le désordre parce que je suis l'ordre des papiers, dans la presse aussi, on regarde, malgré les souffrances, malgré la douleur qui est exprimée, une très forte détermination pour tenter l'expérience de la Hajj. Par exemple, le titre là que vous voyez dans le journal Al-Shourouk, des Tunisiens qui sont dans un camp de rétention à Lampedusa, et le titre en grand là-bas, nous sommes prêts à revenir encore une autre fois. Ça veut dire, s'ils sont expulsés, ils sont prêts à tenter encore l'expérience. Et pourtant, quand on regarde dans la presse a accordé une place très importante pour les drames en mer, pour montrer les souffrances des familles des disparus, et pour montrer aussi la souffrance des migrants eux-mêmes. Et là, par exemple, on voit Ahmed Dejla, c'est un jeune qui voulait faire des études à Paris. Il a consacré son temps pour suivre les trajectoires des migrants. Et il a fait un film, il a produit un film qui s'appelle Émir au pays des merveilles. C'est un film qui dure 40-45 minutes, mais il a produit plus de 13 heures d'interviews qu'il a donné à des chercheurs pour qu'ils fassent des études à partir. Et donc, je reviens aussi à cette image qui est récurrente dans la presse, qui montre bien un peu, comme on a dit, les drames en mer et les catastrophes. C'est que parfois, on montre, par exemple, dans le journal Al-Sabah, que j'ai pas, on trouve des pages entières montrant des photos de disparus. J'ai remarqué, et ce que j'ai dit dans l'article, c'est qu'en 2011, début 2012, on ne montre pas les photos des femmes. Mais là, par exemple, vous voyez la photo d'une jeune fille. Et c'est devenu, ça, on a l'impression que l'immigration irrégulière s'est féminisée. Donc, après, je passe rapidement. Donc, au niveau des représentations, c'est toujours une image que l'on montre, une image négative. C'est-à-dire la presse tunisienne a montré, elle n'a pas montré, par exemple, le parcours des migrants qui ont réussi ou qui ont pu trouver une solution. Mais c'est toujours une image négative. Et pourtant, les jeunes étaient de plus en plus déterminés pour tenter l'expérience. Là, on trouve par exemple un article du journal Le Temps, où vous voyez, ils n'ont pas fui la révolution du 14 janvier, comme l'ont prétendu certains médias occidentaux. Donc là, c'est un article qui montre un peu le ras-le-bol de voir certains responsables politiques, notamment à l'époque Christian Estrosi, qui a dit qu'il s'agissait d'évadés de prison qui sont venus pour violer les femmes en France. Donc, qui n'est pas le cas. Et on a constaté que la presse tunisienne
a commencé à observer le problème, à dépêcher des journalistes pour s'intéresser aux problèmes migratoires. Et là, on voit un peu la mobilisation des mamans, des disparus, toujours à l'occasion de la Journée mondiale de l'immigration, à l'occasion des fêtes nationales, et parfois ils font des manifestations sans que ça soit lié à un événement particulier. Mais j'ai constaté quand même que les partis politiques n'ont pas cherché, l'opposition à l'époque, parce que moi j'ai arrêté l'étude jusqu'en 2013, l'opposition n'a pas cherché à exploiter ce dossier-là pour faire un usage politicien. Parce que sérieusement, la question était très compliquée. Juste à la fin, donc, j'aimerais bien faire quelques réflexions sur l'expérience migratoire. Donc ça, c'est ce qui est véhiculé dans la presse en particulier, mais il y a des travaux qui ont été faits, notamment une étude de Mustafa Nasraoui, un psychologue, qui a parlé qui a fait une étude psychosociale de l'immigration irrégulière. Et il a constaté qu'il y a plus une déception chez les jeunes qui tentent l'expérience migratoire, parce que il arrive à constater qu'il y a une sorte de dépossession de soi dans l'expérience migratoire. C'est une perte de l'estime de soi-même. Voilà. Et qui est liée à quelques repères. Par exemple, c'est la perte de l'intimité. Même si le jeune se trouve dans une situation difficile, c'est qu'il a sa propre maison qu'il loue, ou il peut avoir une annexe chez ses parents, mais du moins quand il est en Tunisie, c'est qu'il est logé quelque part. Donc pour dire, il est logé quelque part, et quand il se trouve en Europe, en général, il se trouve dans une situation d'habitat précaire. Donc ça, c'est une perte d'intimité. Même si à l'étranger, on peut voir certaines solidarités communautaires. Il se trouve que à l'étranger, le candidat à l'immigration, l'immigrant, perd ce qu'on appelle le soutien moral et matériel de sa famille. Parce qu'elle est loin. Elle n'a pas les moyens aussi. Même si certains migrants étaient des saisonniers ou chômeurs. En général, quand ils se trouvent en Europe, ne parlons pas de quelques cas, certains qui ont réussi, en général, c'est des personnes qui, soit ils sont sous-payés, soit ils se trouvent dans une précarité complète au niveau de l'emploi. Soit parce qu'ils n'ont pas le droit, ou parce qu'ils ne trouvent pas, ils ne sont pas assez qualifiés. Et à la fin, c'est une perte de considération. Juste, je finis avec ce point, il y a d'autres éléments, mais je finis avec ce point. La perte de considération, vous savez que souvent, le projet migratoire est un projet familial. Puisque parfois c'est la famille qui cotise pour que le jeune paye les passeurs et partir en Europe. Et souvent, quand il se trouve en Europe, il se trouve dans une situation où il n'est pas en mesure de rembourser ses dettes et aussi d'aider financièrement dans sa famille. Il se trouve bloqué, il ne peut pas revenir en Tunisie et il n'a pas d'avenir ici. Voilà, pour finir, donc je dis que malgré tout, donc la situation des migrants clandestins des migrants irréguliers, donc reste une situation dramatique, une situation précaire, et elle a des dimensions complexes que les responsables politiques doivent prendre en considération lors de la gestion de ce problème. Merci. Thank you, Vibeke, as well. Before you get the chance to ask questions directly, and so we can have a debate together, I think what was you both underlined many interesting points, but I think you realize that at the beginning, when Vibeke shows some cartoon, we had this easy tendency to laugh. You know, we can get a little offended sometimes if it's a representation of ourselves, of our country, but in a time of peace, that is quite okay. We can work, we can deal with the stereotype. It's not that dangerous. But when it comes to a crisis time and with more challenging political situation, then it can really get very dangerous. And so it's now, I would say, when we have the possibility to reflect on the stereotype which guide our reflection on the world, that we have to deconstruct
the stereotype working, like having debate like this together that we're going to have now, like as you mentioned, and also Vibeke, how you form the journalist, how you train journalists to really go on the field to understand better and the situation and the conflicts. So really to open our mind and try to understand, because there is no other way to deal with stereotype. And it's also, of course, you are here both, a political mission. And when we think today about the refugee crisis, we all are concerned by that. And if you look at the way media cover also the terrorist attack, there is a big difference when it's bombs happening in France or in Belgium, and when it's many other places in the world and almost every day. But we don't relate the same way, so actually we don't show, and it's a lack of taking the opportunity to understand what happened in this country, which actually has a direct effect on our country. What happened today in some part of Africa has different, direct consequence in Paris, what happened in Paris. Thank you everyone, and as it was a pleasure to be there with you, so please take a chance to keep talking, thinking, and being aware actually about how you look at the world. That's the most important thing. Thank you.